pour beaucoup de populations en Europe, il y a une zone de confort au quotidien parce que quand le pain vient à manquer, au pire on le regrette aujourd'hui. Il y a quelques années encore, en Europe et en France, quand le pain venait à manquer, c'est qu'il y avait une insécurité alimentaire, économique et du coup physique qui se crée pour les populations. On est aussi dans une planète aujourd'hui où le pain qui manque à table signifie encore aujourd'hui qu'il n'y a pas assez à manger au quotidien. Et donc la centralité du blé dans le quotidien des individus, c'est peut-être banalisé dans les pays riches, mais reste extrêmement prégnante dans les préoccupations quotidiennes d'une famille dans des pays en développement, notamment au sud de la Méditerranée, au Proche-Orient et de plus en plus en Afrique. Alors il y a des fausses idées sur le blé et sa dimension géopolitique, mais je vais me concentrer sur l'essentiel. C'est que la fausse idée serait de penser que c'est un vieux sujet qui n'aurait pas d'avenir. Je m'explique, c'est à la fois central dans les relations internationales et les jeux de pouvoir entre gouvernants, gouvernés, entre puissances, entre acteurs, publics ou privés, depuis l'Antiquité. Donc on est sur une vieille histoire, mais qui a encore plein d'avenir. Parce qu'on parle d'un produit vital, déterminant pour la sécurité humaine, pour la sécurité alimentaire des populations, consommé par 3 milliards d'individus aujourd'hui dans le monde, qui pousse finalement dans peu de pays en quantité abondante, ce qui fait qu'il y a des relations entre les nations qui se dessinent à travers les échanges de cette production vitale. Et tout comme il faut continuer à pouvoir produire et avoir une activité agricole pour nourrir une population en croissance, le blé étant une production extrêmement déterminante dans cette alimentation de la population mondiale, son avenir est encore à écrire avec de nombreuses pages géopolitiques. Donc l'idée reçue serait de croire qu'aujourd'hui, dans cette géopolitique des matières premières, il n'y aurait que l'énergie ou, comme parfois on a tendance à l'observer dans l'analyse, énormément de concentration sur le seul roi pétrole. Le blé est beaucoup plus important que le pétrole dans le temps et dans l'espace, à première raison qu'il est vital pour le quotidien des populations. Alors en fait, il y a une dimension géopolitique avec le blé pour les raisons qu'on a évoquées, l'importance pour nourrir les populations. Le fait aussi que le blé, c'est une production qui est totalement climato-dépendante. Mais c'est toute l'histoire des questions agricoles, c'est que nous sommes dans un secteur d'activité fondamental pour nourrir les hommes, fondamental dans les économies de territoire et des sociétés, absolument déterminant de toute façon pour la sécurité des nations qui ne sont pas capables de nourrir leur population se placent de facto dans des situations de vulnérabilité face aux marchés internationaux, donc de dépendance vis-à-vis d'autres nations. Et le blé en fait a une dimension géopolitique parce que, comme d'autres productions agricoles, non seulement nous pouvons toujours faire des estimations sur les productions de blé en fonction des surfaces cultivées, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'état de connaissance des récoltes dans leur intégralité, l'incertitude plane. Et donc, chaque année, c'est toujours la loterie. Nous savons ce que nous semons, nous ne savons pas toujours très bien ce qu'on va récolter, et jusqu'au dernier moment, un accident climatique peut entraîner de la nervosité sur les marchés et des accidents. Des accidents qui peuvent entraîner que, comme on l'a observé ces dernières années, nous avons des campagnes où la production mondiale de blé est inférieure à la demande mondiale en blé. Ces écarts, évidemment, entraînent un renchérissement de cette matière première et conduit à une certaine nervosité à la fois des marchés mais aussi des pays qui en achètent et parfois avec des transmissions de prix sur les marchés intérieurs qui peuvent provoquer un emballement du prix du pain dans des pays qui en consomment beaucoup et qui consomment une grande partie de ce pain grâce à l'achat d'une quantité de céréales, de blé sur les marchés internationaux. Donc la géopolitique du blé, elle est à percevoir dans un ensemble de considérations thématiques, comme les questions agricoles de toute façon, c'est-à-dire que nous avons à la fois des questions climatiques qui se posent, des questions géographiques, des questions politiques, parce qu'il faut des politiques publiques pour avoir des productions agricoles, et évidemment il y a toute une ramification économique, logistique, infrastructurelle, stratégique, assurantielle, pour que les bateaux qui transportent ce blé d'un bout à l'autre de la planète puissent arriver en bon état. Et je passe l'ensemble des considérations, mais en cela, le blé est passionnant comme les questions agricoles sous le prisme de la géopolitique, c'est que beaucoup de disciplines, beaucoup de thématiques sont convoquées quand on prend soin de s'intéresser à l'ensemble des sujets que peut comporter une matière première aussi vitale.
Aujourd'hui, les 2 premiers producteurs de blé de la planète sont la Chine et l'Inde. Derrière, vous avez des grands producteurs comme la France, 5e producteur mondial, mais bien sûr les États-Unis d'abord, en 3e rang, la Russie produit beaucoup de blé, le Canada, l'Argentine, l'Australie, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Turquie, voilà les grands pays producteurs de blé. En revanche, si on prend les acteurs au niveau des marchés et donc du commerce du blé, il faut regarder ceux qui en exportent et ceux qui en importent. Dans les exportations disparaissent l'Inde et la Chine. Ils en produisent essentiellement pour leur consommation nationale, vu leurs besoins démographiques. Dans les grands exportateurs mondiaux de blé, vous avez toujours les États-Unis, toujours l'Ukraine, toujours les États qu'on a évoqués précédemment, mais la France, par exemple, monte sur le 3e rang du classement international. Il y a peu de classements aujourd'hui dans le monde où la France est sur le podium. En blé, nous sommes tous les ans, depuis plusieurs années, au rendez-vous d'une compétitivité qui existe aujourd'hui pour la France. Le blé de la France est produit en quantité avec constance et s'exporte pour beaucoup. De l'autre côté se situent des États importateurs qui sont donc des acteurs majeurs en fait sur cette planète blé. L'Égypte, premier importateur mondial, suivi d'autres nations, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que quand vous prenez les 25 gros acheteurs de blé sur la planète, aujourd'hui, la moitié d'entre eux sont des pays arabes et moyen-orientaux. Ce sont ces pays dans cette région qui absorbent aujourd'hui un tiers des importations mondiales de blé. Moi, comme j'aime à le souligner, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient consomment 200 kg en moyenne de pain par habitant par an. C'est 2 fois la moyenne européenne, c'est 3 fois la moyenne mondiale, qui explique que cet ensemble, du Maroc à l'Irak, en passant par la Turquie, qui compte pour 4% de la population mondiale, absorbe chaque année un tiers des importations mondiales de blé. Et donc cet espace du monde est un grand acteur sur ces marchés commerciaux. Et puis, dernier étage quand même du propos à tenir sur ces acteurs de la planète blé, bien sûr les opérateurs privés, parce que comme d'autres matières premières, évidemment le secteur privé assure le commerce, le négoce, la logistique de cette production, et donc nous avons des grandes compagnies céréalières. Il y a des compagnies historiques, Cargill, Dreyfus, ADM, Bunge, et puis nous avons de nouveaux acteurs qui ont émergé du côté asiatique, comme COFCO, le chinois, qui est devenu un grand opérateur du négoce mondial en blé aujourd'hui sur la planète. Et ces acteurs aujourd'hui sont parfois critiqués pour leur opacité, pour l'importance qu'ils prennent sur la planète financière, compte tenu des volumes de chiffres d'affaires qui sont les leurs. Et en même temps, il faut bien souligner aussi que les forces publiques, les nations ont accepté à un moment donné de confier la responsabilité de ce commerce du blé, encore une fois vital et stratégique, à ces opérateurs privés qui investissent tous les ans en logistique et infrastructure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un impératif géopolitique quand on parle de ce sujet, c'est qu'il faut rapprocher l'offre de la demande. Aujourd'hui, le blé en grande quantité pousse à 90% de sa production mondiale dans 10 pays. Quand bien même un État sur 2 dans la planète aujourd'hui produit du blé, nous avons un oligopole en termes de production et exportation. 10 pays aujourd'hui qui font quasiment à eux seuls, du coup, le commerce mondial de blé et qui répondent donc aux besoins d'une planète qui, aujourd'hui, en consomme de plus en plus par ailleurs. Donc voilà les grands acteurs contemporains. J'aimerais juste souligner que parmi les acteurs à considérer aussi sur la planète blé, ne pas oublier une évidence, mais j'aime le souligner, c'est que c'est d'abord l'homme et les êtres humains qui sont les premiers acteurs. Chaque jour, on consomme en Europe, en France, du pain. Donc nous consommons du blé, et plusieurs fois par jour. Cette réalité quotidienne, c'est aujourd'hui la réalité de 3 milliards d'individus sur la planète. Donc nous sommes, nous, êtres humains, les premiers acteurs de cette planète blé. On peut citer quelques éléments sur des épisodes aujourd'hui sur la planète blé qui ont une connotation géopolitique. D'abord, on peut se souvenir qu'à l'été 2010, très mauvaise situation météorologique en Russie, sécheresse, feux de campagne et les récoltes russes en blé fortement dégradées. Beaucoup moindre que les années précédentes, alors qu'on a vu que la Russie était un acteur important en termes de production et d'exportation. Et donc à l'époque, les autorités russes décident de mettre un embargo à l'export, c'est-à-dire que le blé récolté en Russie servira avant tout et finalement intégralement à nourrir la population russe. Et donc la Russie décide de ne pas mettre son blé sur les marchés. Cet embargo est une décision politique.
décision politique qui a provoqué un embellement sur les marchés, parce que quand disparaît un grand acteur du commerce, évidemment, ça crée de la nervosité sur le cours et peut impacter certains pays. L'Égypte est un pays qui achète une grande partie de son blé à la Russie. L'Égypte étant le premier importateur mondial de blé, comme on l'a dit. Et donc la décision russe de mettre en place un embargo pour l'ensemble de la campagne 2010-2011 a eu des ramifications politiques, économiques, budgétaires, sociétales sur un pays comme l'Égypte qui en plus cette année-là connaissait des turbulences sociales et politiques internes. Donc en aucun cas il faut considérer que c'est l'embargo russe qui a contribué à lui seul à agiter socialement et politiquement l'Égypte qui a connu une révolution en début d'année 2011. En revanche, c'est intéressant de rappeler que parmi les facteurs ayant entraîné des secousses socio-économiques, politiques en Égypte au cours de cette période, le fait que le blé russe venait à manquer et que le prix du pain en Égypte a fortement augmenté dans la foulée de cette décision russe, évidemment, une population égyptienne qui consacre une grande partie de sa dépense mensuelle à des dépenses alimentaires, dont les céréales, dont le pain, évidemment c'est compliqué si le prix du pain a été multiplié par 2. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Donc voilà un exemple. On peut prendre un deuxième exemple qui peut montrer comment géopolitiquement l'actualité stratégique contemporaine a aussi une dimension alimentaire et en blé, le conflit syrien. On sait aujourd'hui que le groupe Daesh a une implantation territoriale qui n'est pas neutre d'un point de vue stratégie de conquête des ressources et donc stratégie aussi de conquête des populations locales. Ce groupe est installé le long du Tigre et de l'Euphrate. C'est important de contrôler l'eau dans cette région du monde qui en manque. Ce groupe, bien sûr, exploite depuis sa prise de contrôle sur certains territoires à l'est de la Syrie et au nord de l'Irak des puits de pétrole. Ce qu'on a un peu moins commenté dans les médias occidentaux, peut-être dans les médias français, les anglo-saxons ont peut-être une attention sur les questions agricoles supplémentaires, c'est que ce groupe a aussi fait main basse sur des zones céréalières, syriennes et irakiennes, et donc des silos à grains. Et donc, aujourd'hui, parmi les trésors de guerre de ce groupe, figure aussi la possibilité d'avoir accès à ces productions vitales redistribuées à la population au niveau local et à des silos qui, aujourd'hui, sont déterminants pour la sécurité alimentaire d'une ville comme Bagdad. Et donc, ça permet de monnayer sans doute des choses dans cet espace. Évidemment, cet exemple doit nous permettre simplement de rappeler que le blé est central dans beaucoup d'événements géopolitiques pour une raison, encore une fois, très simple. C'est que là où les conflits se développent, généralement, il y a 2 conséquences immédiates pour la vie quotidienne des populations. C'est de la paupérisation, de la pauvreté et de facto de l'insécurité alimentaire qui se développe. Insécurité alimentaire soit liée à des problèmes de pouvoir d'achat, insécurité alimentaire parce que des territoires qui sont en conflit sont des territoires où les productions agricoles se dégradent et donc diminuent, ou insécurité alimentaire parce que certaines zones de pays se retrouvent enclavées et donc la marchandise alimentaire ne circule plus correctement à l'intérieur d'un espace national ou régional. Et il ne faut donc pas perdre de vue que la dimension géopolitique du blé à travers certains conflits, de toute façon, on se retrouve dans n'importe quel conflit dans des pays qui produisent du blé ou qui en consomment, hier comme aujourd'hui, et donc a fortiori demain. C'est pour ça que je disais au départ que l'avenir du monde sera malheureusement sans doute caractérisé par beaucoup plus d'insécurité alimentaire, pour plein de raisons agronomiques, climatiques, politiques et économiques, et que du coup la centralité stratégique du blé entre ceux qui le détiennent, ceux qui en produisent, ceux qui en consomment et ceux qui n'en ont pas du tout, risque de se renforcer, aiguisant du coup les mécanismes soit de rivalité et de conflit, soit attisant les volontés de plus de coopération, plus de solidarité et d'échange autour de ces productions vitales.